Cet ordre lui garantissait la cour martiale et le peloton d'exécution avant même le début du combat. Juillet 43, Prokhorovka. Le lieutenant Kovalev commet ce qui, selon tous les règlements militaires, relève de la démence. Il déploie son artillerie à une distance suicidaire. 200 mètres. Pas de tranchée. Tir direct contre des tigres. Ce n'était pas une bataille, mais une exécution. Un suicide mathématiquement calculé qui s'est transformé en la plus terrible boucherie de cet été-là. Pourquoi a-t-il décidé d'échanger la vie de ces hommes au taux de 1 pour 3? Comment la physique du combat rapproché a-t-elle vaincu l'acier allemand? Et quel prix effroyable le commandant a-t-il réellement payé pour ces 8 minutes d'enfer? Regardez jusqu'au bout pour découvrir ce que cache une vieille feuille de cahier qui pèse plus lourd que toutes les médailles de l'Union soviétique. Juillet 1943. La steppe fond sous le soleil. L'air est épais, imprégné de l'odeur de l'armoise, du métal brûlant et du gazole calciné. Dans le viseur panoramique, l'horizon tremble. Le tireur essuie la sueur qui lui brûle les yeux. Ses mains reposent sur les volants de pointage. Ses doigts sont noirs d'huile et de crasse incrustée. Ce n'est pas une pose héroïque d'affiche de propagande. C'est un travail lourd, sale, où chaque mouvement est rodé jusqu'à l'automatisme. Distance, 1000 mètres. Dans le réticule, la silhouette d'un tigre. Anguleux, lourd, il rampe en broyant la terre sèche sous ses chenilles. Une boîte d'acier, invulnérable à la peur. L'ordre. Le coup. Le canon ZIS-3 bondit. Les bêches s'enfoncent profondément dans le sol. Un bourdonnement dans les oreilles coupe instantanément tous les sons du monde. Le tir frappe les tympans comme un coup de masse. Le recul du canon est sec, prédateur. Le chargeur tend déjà la main vers l'obus suivant. Les muscles du dos tendus comme des câbles d'acier. Le poids de la caisse à munitions brise les articulations, mais il est interdit de s'arrêter. Le tireur ne cligne pas des yeux. Il regarde dans l'optique, attendant de voir la fumée noire, le métal déchiqueté, l'arrêt de la machine ennemie. Un éclair sur le blindage frontal de l'Allemand. Une gerbe d'étincelles. L'obus de calibre 76 mm frappe la plaque frontale et s'envole vers le ciel dans un ricochet hurlant. Sur le blindage, pas même une bosse. Juste une éraflure sur la peinture grise. À une distance de 1000 mètres, notre canon standard ne fait qu'égratigner le tigre. C'est un crachat au visage de la mort. L'énergie cinétique est insuffisante. La physique joue contre nous. À cette distance, la balistique transforme une arme redoutable en un tuyau inutile. Le char ne s'arrête pas. La tourelle du tigre amorce sa rotation. Lentement, lourdement, avec un calme mortel. Au sein de l'équipe de pièces, le temps se comprime. Les secondes s'étirent en éternité. Tu vois le canon de 88 mm, pupille noire de l'abîme, chercher ta position. Tu n'as pas de blindage. Tu n'as qu'un bouclier capable d'arrêter les éclats, mais pas l'impact direct d'un obus de char. Tu es nu face à un monstre cuirassé d'acier. La culasse claque, éjectant la douille fumante aux pieds des hommes. Le chargeur râle en poussant un nouvel obus perforant dans la chambre. Mais tous comprennent. C'est un geste de désespoir. Les mathématiques de la guerre ont changé. Les vieilles règles ne fonctionnent plus. Celui qui a écrit les manuels en 41 n'avait pas vu ces machines. Le tir de l'Allemand a une sonorité différente. Il est sec, fracassant. La terre se soulève. L'onde de choc brise les os avant même que les éclats n'arrivent. Le canon se renverse. L'équipe est transformée en bouillie sanglante. Pas de dernière parole, pas de pensée pour la maison. Il n'y a qu'un flash,
et les ténèbres. C'est la crise tactique de l'été 43. Une situation exigeant une solution mortelle. Nous sommes confrontés à un problème que la quantité ne peut résoudre. Aux longues distances, nos canons sont impuissants. La distance est l'ennemi. Tant que l'obus vole sur 1000 mètres, il perd de la vitesse, il perd de la force de pénétration. Et l'équipage allemand, profitant d'une optique magnifique et d'un canon surpuissant, fusille nos batteries comme au stand de tir. Les rapports d'archives sont secs comme un verdict. Les pertes de l'artillerie augmentent. L'efficacité du feu chute. Les commandants rédigent des rapports exigeant des canons lourds, mais il n'y en a pas. Il n'y a que le ZIS-3 et des hommes qui doivent accomplir l'impossible. Le lieutenant Kovalev n'était pas un rêveur. C'était un praticien qui connaissait le prix du fer et du sang. Il avait vu ses ricochets. Il avait vu les corps déchiquetés de ses amis. Il comprenait. Continuer à se battre selon le règlement, c'est envoyer les hommes à l'abattoir. L'héroïsme dans de telles conditions, ce n'est pas se jeter avec une grenade sous un char. L'héroïsme, c'est trouver le moyen de percer ce maudit blindage. Kovalev arpente les positions après le combat. Sous ses pieds craquent le verre et les douilles. Il regarde les impacts sur la technique détruite. Il analyse. Il compte. Si la pénétration est impossible à 1000 mètres, alors il faut réduire la distance. Mais s'approcher est un suicide. Le char détruira le canon avant qu'il n'ait le temps de tirer le premier coup. Un cercle vicieux. Une impasse payée par des milliers de vies. Mais la guerre, ce n'est pas seulement des calibres. C'est de la géométrie et de la psychologie. Kovalev regarde la carte de la tête de pont de Prokhorovka. Ravins, gorge, eau seigle. La topographie ici est soit une tombe toute prête, soit un piège idéal. Il comprend. Pour survivre, il faut enfreindre les règles. Il faut renoncer à la sécurité de la distance. Il faut laisser l'ennemi approcher à portée de coups de couteau. La structure du futur combat se dessine dans sa tête. Un duel au couteau dans une cabine téléphonique. Dans cette guerre, il n'y a pas de place pour les sentiments. Les émotions ne sont qu'une conséquence de la physique. Si l'obus ne perce pas le blindage, aucun amour pour la patrie n'y changera rien. Il faut changer la physique. Il faut augmenter la vitesse d'impact de l'obus avec le blindage. Et on ne peut le faire que d'une seule manière. Tirer à bout portant. Le canon est un instrument chirurgical d'ablation du blindage. Et cet instrument doit fonctionner sans faille. Mais pour cela, il ne suffit pas de tirer sur la corde. L'équipe doit devenir un organisme unique. Le chargeur, ce sont les muscles. Le tireur, ce sont les yeux. Le commandant, c'est le cerveau. 1 seconde de retard coûtera la vie à toute l'équipe. Kovalev allume une cigarette. Ses mains tremblent, non de peur, mais de surmenage. Il sait que pour la décision qu'il prend maintenant, on peut le traduire en cour martiale avant même le début du combat. Le règlement interdit de placer les canons en tir direct devant les lignes d'infanterie. C'est de la folie. Mais il regarde la batterie détruite de son voisin. Les cratères noirs où, hier encore, se tenaient des canons essayant de mener un duel à 1,5 km. Il ne reste plus personne là-bas. Le règlement ne les a pas sauvés. Kovalev jette son mégot et l'écrase de sa botte. La décision est prise. Ce ne sera pas un combat selon les règles. Ce sera une tactique de kamikaze. Mais les kamikazes obtiennent une chance d'emporter l'ennemi avec eux. Il va vers ses hommes. Ils sont assis sur des caisses d'obus, les visages gris de poussière et de fatigue. La suie de la poudre s'est incrustée dans leurs pores. Ils savent ce qui se passe. Ils ont vu les ricochets. Ils attendent l'ordre qui les renverra à nouveau dans un duel insensé contre la distance. Mais Kovalev va leur proposer autre chose. Il ne leur proposera pas simplement de mourir. Il leur proposera de tuer.
Le silence plane dans l'air. On entend seulement le grondement lointain du front. La terre sous les pieds vibre à peine perceptiblement. Là-bas, au-delà de l'horizon, s'accumule une avalanche d'acier, prête à percer la défense. La crise tactique a atteint son apogée. Demain, ce sera l'enfer ici. Et dans cet enfer, seul survivra celui qui tirera le premier, tirera vite et frappera juste. À une distance de 200 mètres, il est impossible de rater. Mais il est aussi presque impossible de survivre. C'est précisément là, sur cette ligne de mort, que Kovalev conduira sa batterie. Le lieutenant Kovalev est agenouillé dans la boue. Autour de lui, un cimetière de ferraille. Ce n'est pas un abri d'état-major avec des cartes et du thé chaud. C'est la première ligne, où l'air est dense comme de la gelée, saturé de poussière et d'une odeur de décomposition. Devant lui, le bouclier tordu d'un canon détruit. Les bords déchirés du métal sont tranchants comme des rasoirs. Kovalev passe son doigt sur l'impact. Acier froid. Hier, il était chauffé à blanc quand l'obus allemand l'a traversé de part en part, mélangeant le tireur avec le mécanisme de pointage vertical. Ici, pas de place pour les illusions. Kovalev n'est pas un héros de roman, c'est un technicien de la guerre. Dans sa tête, pas de slogan, mais des chiffres. Des nombres durs, secs, qui déterminent qui verra l'aube de demain. Il sort un carnet. La mine du crayon casse sous la pression. Il écrit, rature, calcul. C'est la mathématique de la mort. Données d'entrée, blindage frontal du char lourd allemand, 100 mm d'acier trempé de haute qualité. Notre arme, canon divisionnaire ZIS-3, calibre 76 mm. Kovalev regarde le champ devant lui. Les repères d'estimation sont placés mentalement. 1000 mètres. Efficacité de l'obus perforant BR 350A 0. L'obus perd de la vitesse. Son énergie cinétique suffit juste à laisser une tache grise sur le blindage allemand. C'est la distance d'une exécution impunie. Les Allemands le savent. Ils se positionnent au kilomètre et, méthodiquement, comme au polygone de tir, éliminent nos pièces. 500 mètres. Limite théorique de pénétration du flanc. Mais le front est toujours invulnérable. Risque de ricochet, 80%. À cette distance, la dispersion des obus est encore trop grande. On peut viser la trappe vulnérable du conducteur mécanicien et toucher la plaque inclinée. Résultat, ricochet. Et un obus explosif en réponse qui transforme l'équipe en viande hachée. Kovalev crache avec colère. Il se sent comme un ingénieur à qui l'on a confié la tâche de construire un pont en paille. Mais le pont doit supporter un train. Il descend plus bas, dans le ravin. 200 mètres jusqu'à la route. 200 mètres. À cette distance, la balistique change. La trajectoire de vol de l'obus devient presque rectiligne. Plus de parabole. Une ligne droite de la bouche du canon au blindage. Temps de vol de l'obus, une fraction de seconde. L'ennemi n'aura même pas le temps de remarquer le flash. À 200 mètres, l'énergie de l'impact est colossale. L'obus ne fait pas que frapper, il mord. Il coud le flanc, il brise les galets, il bloque la tourelle. Efficacité du feu, 100%. Impossible de manquer. C'est comme poser un pistolet sur la tempe. Mais il y a le revers de l'équation. 200 mètres, c'est la distance de destruction assurée non seulement par le canon du char, mais aussi par sa mitrailleuse coaxiale. À une telle distance, le mitrailleur allemand voit les visages des artilleurs. Il voit trembler leurs cils. Une rafale de MG42 à cette distance coupe un homme en deux. Ce n'est pas une tactique de combat, c'est une tactique d'échange. Un de nos tirs
pour une de leurs machines. Et très probablement, la mort de notre équipe. Le sergent-chef Kravtsov s'approche de Kovalev. Il s'essuie les mains avec un chiffon imbibé de mazout. Kravtsov est un vieux soldat. Il se bat depuis 41. Il comprend tout sans mots. Il voit où regarde le lieutenant. « Trop près, camarade lieutenant », dit Kravtsov d'une voix rauque. « Le règlement l'interdit. Les positions doivent être échelonnées en profondeur. Si on place les canons ici, on se fera écraser par les chenilles. On n'aura même pas le temps de reculer. » Kovalev se tourne vers lui. Dans ses yeux, pas de fanatisme, juste le calcul froid d'un chirurgien qui taille dans le vif pour sauver le patient. « Et si on reste en profondeur, Kravtsov, on se fera fusiller à 1 kilomètre comme des perdrix. » La voix du lieutenant est ferme comme le claquement d'une culasse. « Tu as vu le combat d'hier? 3 batteries brûlées en 20 minutes. On n'a touché personne. Pas un seul char. On a juste rayé leur peinture. » Kovalev trace une ligne sur le sol avec sa botte. « Ici. On se mettra ici, à bout portant. » « C'est de la folie, » constate calmement le sergent. Il ne discute pas, il pèse les risques. « C'est la seule chance de percer le flanc, » tranche Kovalev. À une distance de 200 mètres, la vitesse initiale de l'obus est de 662 mètres par seconde. La capacité de pénétration est maximale. On ne fera pas d'échange de tirs. On frappera à coup sûr. Un tir, un cadavre. « Et après ?» demande Kravtsov en regardant la ligne de la route. « Après, ce sera la chance. Dans cette guerre, sergent, on ne donne pas de garantie. » Dans ce dialogue, pas de drame. C'est une réunion de production dans l'usine de la mort. Ils ne discutent pas du sort de la patrie, mais des caractéristiques techniques du métal et de l'explosif. Kovalev comprend. Il planifie un crime contre le règlement. Pour avoir déplacé sans autorisation les positions sur la ligne de front, il peut être fusillé par ses propres officiers du renseignement. Mais la peur du tribunal recule devant la peur de l'inutilité. Pire que la mort, il n'y a que la mort inutile. Le lieutenant regarde ses mains. Elles sont sales, écorchées. Ses mains doivent diriger les canons de manière à égaliser les chances. Ici règne une logique cruelle. La vie d'un artilleur vaut moins cher qu'un char. Mais si l'artilleur emporte le char avec lui, le bilan s'équilibre. Kovalev ferme son carnet. La décision est prise. Elle n'est pas née du courage, mais de la colère et du désespoir. De la compréhension que la tactique standard est morte. « Prépare les hommes, sergent. On va creuser. »« En profil complet ?» précise Kravtsov. « Non, juste pour le canon. Nous nous enterrerons nous-mêmes quand ça commencera. Le camouflage est notre armure. S'ils nous voient avant qu'on tire, on est mort. » La pensée travaille vite. Kovalev voit déjà le schéma de feu. Les secteurs de tir se chevauchent. Les canons ne sont pas en ligne, mais en échelon. Feu croisé, dans le flanc, uniquement dans le flanc. Le blindage frontal, on le laisse aux héros des journaux. Nous frapperons là où c'est fin. Le vent soulève la poussière. Le soleil est au zénith, inondant la steppe d'une lumière impitoyable. Kovalev sait. Bientôt ce paysage changera. Bientôt, tout ce qui peut brûler, brûlera ici. Le métal comme les hommes. Mais maintenant ils ont un plan suicidaire, sauvage, allant à l'encontre de toutes les instructions de l'école d'artillerie. Mais ce plan s'appuie sur les lois de la physique et non sur les paragraphes du règlement. Et on ne peut pas tromper la physique. On peut seulement utiliser ces lois pour tuer plus efficacement. 200 mètres. La distance d'un tir de pistolet pour un canon de campagne. Kovalev allume une cigarette.
La fumée est amère. Les mathématiques sont terminées. Le travail pénible commence. La nuit du 12 juillet 43 est sombre. On y voit gouttes. Pas de silence. La steppe bourdonne. Ce grondement ne vient pas du ciel, mais de sous la terre. Ce sont les couches de sol qui tremblent sous le poids de centaines de chenilles. Quelque part là-bas, derrière la ligne invisible de l'horizon, les divisions blindées allemandes font chauffer leurs moteurs. Le vrombissement bas et vibrant des moteurs Maybach crispe les mâchoires. C'est le bruit d'un tsunami qui approche. Le lieutenant Kovalev se tient au bord du ravin. Dans l'obscurité, il voit à peine ses mains, mais il sent le relief sous les semelles de ses bottes. Ici, dans la dépression, herbe haute et broussailles. L'endroit idéal pour une embuscade. L'endroit idéal pour une fosse commune. L'ordre est donné dans un murmure, mais il est plus lourd que le plomb. Canon au combat, ici. La violation du règlement se commet de manière routinière. Selon les règles de la science de l'artillerie, la batterie doit se tenir dans la profondeur de la défense, couverte par l'infanterie et les champs de mines. Kovalev place ses canons en première ligne. Entre eux et la route par laquelle arriveront les chars, 200 mètres de vide. Aucune tranchée d'infanterie devant, aucun hérisson tchèque, juste la steppe nue. Les soldats ne posent pas de questions, ils sont trop fatigués. Ils s'attellent aux affûts comme des bateliers de la Volga. Le canon divisionnaire ZIS-3 pèse 1200 kg en position de combat. Les roues s'enlisent dans la terre meuble du ravin. Les hommes râlent, s'arrachant les ongles, poussant le métal froid. Le grincement des essieux semble assourdissant dans le silence nocturne. « Plus bas !» siffle le sergent-chef Kravtsov. « S'ils entendent, ils nous couvriront en mortier. » Les canons sont roulés dans les broussailles. Maintenant commence le plus important, les travaux de terrassement. À la guerre, la pelle sauve plus souvent que le fusil. Il faut mordre dans la terre, devenir une partie d'elle. Chaque poignée de terre jetée devant le bouclier du canon est un millimètre supplémentaire de protection contre les éclats. Le sol est sec, caillouteux. Les pelles de sapeurs teintent en heurtant les racines. Les combattants travaillent en silence, avec frénésie. Ils retirent le gazon en carrés soignés pour le remettre ensuite. Le camouflage est la religion de cette nuit. Si les observateurs allemands remarquent de la terre fraîche au matin, la batterie cessera d'exister dès la première minute du combat. Le canon doit ressembler à un buisson, à une motte de terre, à une ombre. Tant qu'il n'a pas tiré, il ne doit pas exister. Kovalev va d'une équipe à l'autre. Il vérifie les secteurs de tir, il s'allonge sur le berceau du tireur, regarde dans la lunette. Dans le noir, on ne voit rien, mais il connaît les repères par cœur. « Premier », chuchote-t-il au chef de pièce. « Ton secteur va de l'arbre sec jusqu'au virage. Distance 200, hausse constante. »« Reçu, 200 », répond le chef de pièce. Sa voix est rauque de tabac et de poussière. Dans ce ravin, pas de place pour la manœuvre. Les canons sont en ligne, cachés dans les plis du terrain. D'ici, on ne peut pas battre en retraite. Tirer les canons en arrière sous le feu est impossible. Les chevaux sont tués ou emmenés à l'arrière. Pas de tracteur. C'est une position de condamné à mort. Les combattants le comprennent. Mais il n'y a pas de peur. Il y a la sombre détermination des hommes acculés. Ils préparent les obus, ils enlèvent la graisse d'usine des douilles avec des chiffons. La graisse est épaisse, collante. Les obus sont lourds. Les ogives perforantes luisent faiblement à la lumière les rares étoiles. On ne les range pas dans les caisses, mais directement à portée de main, sur le parapet, pour ne pas perdre de précieuses secondes à les sortir. Kravtsov s'approche de Kovalev. Ils fument dans leurs manches, cachant la braise. « La terre tremble, camarade lieutenant, » dit le sergent. « Il y en a beaucoup là-bas, »
Beaucoup, acquiesce Kovalev. Mais la route est étroite. Ils ne grimperont pas tous en même temps. Ils viendront en colonne. S'ils envoient l'infanterie devant, on est fini. Kravtsov énonce un fait. Sans couverture d'infanterie, l'artillerie est aveugle et sans défense contre les mitraillettes. Ils ne l'enverront pas. Kovalev tire une bouffée de fumée âcre. Ils sont sûrs de leur blindage. Ils pensent que nous sommes écrasés. Ils viendront en marche. C'est un risque monstrueux. Kovalev mise la vie de 36 hommes contre la psychologie du commandement allemand. Il compte sur leur arrogance, sur le fait que les tigres ne vont pas peigner chaque fossé, mais fonceront tout droit, croyant en leur invulnérabilité. Le travail se termine à l'aube. Les canons sont enterrés jusqu'au moyeu des roues. De l'herbe fanée, des branches d'armoise sont jetées par-dessus. Les freins de bouche sont enveloppés de toiles de jute pour ne pas briller au soleil. Ce n'est plus une batterie maintenant. Ce sont 6 pièges invisibles, disposés le long de la route de la mort. Le ciel à l'est commence à grisonner. L'air devient froid, pré-aube. La rosée tombe sur le métal des culasses. Les hommes tombent de fatigue, mais dormir est interdit. Les nerfs sont tendus comme des cordes. Du côté où se tient l'ennemi, le rugissement monte. Ce n'est plus juste un bourdonnement. C'est le claquement du métal, le grincement des chenilles, les échappements de centaines de moteurs. L'armada se réveille. Kovalev regarde sa montre. 4 heures du matin, l'heure où l'on a le plus envie de vivre. Il regarde ses soldats, des vareuses sales, des mains écorchées jusqu'au sang, des visages maculés de terre. Ils ne ressemblent pas aux guerriers des affiches. Ils ressemblent à des terrassiers qui viennent de creuser leur propre tombe, mais qui ont décidé de s'y coucher une arme à la main. Pas de discours d'adieu, pas de mots sur la patrie et Staline. Ici, dans ce ravin, les mots ont perdu leur sens. Il ne reste que des gestes et des regards. Kovalev vérifie son pistolet TT. Il arme la culasse, 1 balle dans la chambre. C'est son ultime argument personnel. « Au poste », commande-t-il doucement. L'ordre se transmet en chaîne. Les cliquetis des culasses des canons résonnent comme une toux sèche. L'obus perforant entre avec un bruit métallique dans la chambre. Le coin de culasse remonte, verrouillant le canon. C'est tout. Pas de retour en arrière. Les ponts sont brûlés, ou plus exactement, nous nous sommes nous-mêmes coupés la retraite. Nous avons transformé ce ravin en piège. Et maintenant, nous attendons la bête. La terre commence à sautiller d'un tremblement fin. Aux jumelles, on voit un mur de poussière se lever à l'horizon. Ils masquent le soleil. Ils arrivent. Le point de fer de la Wehrmacht qui doit briser notre front à Prokhorovka. Et face à eux, 6 canons de calibre 76 mm enterrés à 200 mètres de la route. Et une poignée d'hommes ayant décidé qu'il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Mais ils n'ont pas l'intention de mourir. Ils ont l'intention de travailler. Kovalev se presse contre les oculaires des jumelles. Son cœur frappe dans ses côtes par coups lourds et lents. Ça commence. L'aube perce les ténèbres, mais n'apporte aucun soulagement. Au contraire, avec les premiers rayons du soleil, vient la compréhension de la réalité. Nous sommes assis dans un trou que nous avons creusé nous-mêmes, et juste devant nous, un couloir par lequel passera l'avalanche d'acier. La tension flotte dans l'air, dense comme une décharge électrique avant l'orage. Les nerfs sont tendus à rompre. Le lieutenant Kovalev le sait. Ordonner de mourir est simple. Le règlement lui donne ce droit. L'article sur la non-exécution d'un ordre de combat implique l'exécution. Mais ordonner aux hommes d'attendre de sang-froid qu'un char de 30 tonnes s'approche à distance de jets de pierre, c'est autre chose. Ici, la peur de la mort peut paralyser la volonté. Les mains commenceront à trembler, le tireur actionnera le volant trop tôt,
le chargeur laissera tomber l'obus. La panique est une infection. Si un seul flanche, tous s'enfuiront. C'est pourquoi il ne donne pas l'ordre par estafette. Il rassemble les chefs de pièce. 6 sergents. 6 hommes dont dépendent les vies de 30 combattants. Il s'approche en se courbant, bien que les tirs n'aient pas encore commencé. L'instinct de conservation travaille par anticipation. Ils se rassemblent dans un petit creux, près du télescope de tranchée du commandant. Les visages gris, mal rasés, les yeux enflammés par la nuit blanche et la poussière de terre. Le sergent-chef Kravtsov se tient un peu à l'écart, roule une cigarette entre ses doigts, mais ne l'allume pas. Il attend. Kovalev les regarde. Il ne voit pas des subordonnés. Il voit des partenaires dans un commerce mortel. Voici la situation. La voix du lieutenant est basse, sèche, dénuée d'intonation. Nous sommes à bout portant. Le règlement est violé. La position est un hachoir. Il marque une pause. On entend une alouette chanter au loin, au-dessus de la steppe, ignorant que l'enfer est sous elle. Si quelqu'un pense qu'on pourra se replier sur la 2e ligne, oubliez. Pas de tracteur, pas de chevaux. Nous sommes attachés au canon. C'est un aller simple. Les sergents se taisent. Ils regardent leurs bottes, l'horizon, le lieutenant. Personne n'est surpris. Ce sont des artilleurs. Ils connaissent les mathématiques de la guerre mieux que l'infanterie. Ils savent que de cette position, on ne sort vivant que dans les communiqués du bureau d'information soviétique. Je ne peux pas vous ordonner d'être des kamikazes, poursuit Kovalev. Je peux vous ordonner de tenir la défense. Mais on peut la tenir de différentes manières. On peut tirer d'un kilomètre, se démasquer et crever sous un obus explosif sans causer de dégâts. Ou bien, on peut les laisser approcher à 200 mètres. Ils regardent chacun dans les yeux. Un regard lourd, oppressant. À 200 mètres, les gars. Cela veut dire que vous verrez leur visage par les fentes de vision. Cela veut dire que si on rate le premier coup, il n'y aura pas de seconde chance. Mais si on touche, on les brûle. Je propose un échange. Nos vies contre leurs chars. Tour de 1 pour 3. Ceux qui ne sont pas prêts, dites-le maintenant. Je vous transférerai à l'arrière, au train d'équipage. Personne ne vous jugera. Le silence devient tangible. C'est le moment de vérité. Un pacte avec la conscience. Le commandant enlève le poids de la décision solitaire de ses épaules et le pose sur celle de ses 6 hommes. Maintenant, c'est leur choix. Leur guerre. Kovalev, enfin, fait claquer son briquet. Étincelle, fumée. L'odeur du tabac âtre frappe le nez, couvrant l'odeur de l'armoise. Au train, tu dis ? Kravtsov ricane, lâchant un jet de fumée vers le ciel. La bouillie y est meilleure, bien sûr. Mais on s'ennuie. Il crache par terre. On reste, camarade lieutenant. Pourquoi courir ? On a déjà assez couru. On a couru en 41. On a couru en 42. Ça suffit. La terre est finie. Les autres hochent la tête, en silence, sans mots grandiloquents pour la patrie, sans serment. C'est une décision d'homme, prise non par confort, mais par colère. Par haine de leur propre impuissance qui les a poursuivis pendant 2 ans de guerre. Ils sont fatigués d'être des cibles, ils veulent devenir des chasseurs, même si le prix de cette chasse est la vie. Alors on travaille. Kovalev hoche la tête. Maintenant, passons aux choses sérieuses. N'ouvrir le feu que sur mon ordre. Même si les nerfs lâchent, tenez bon. Celui qui tire trop tôt, je l'abats personnellement. Aux tireurs, visez les galets et le flanc. Aux chargeurs, obus sur le sol, graisse enlevée. C'est tout. Au poste, ils se dispersent. Mouvement court, saccadé. Pas d'étreinte d'adieu.
Kovalev reste seul. Il sent une sueur froide couler dans son dos. Il vient de signer l'arrêt de mort de 36 personnes. Et le sien. Mais chose étrange, son âme s'est allégée. Le choix est fait, il n'y a plus d'incertitude. Le temps restant passe dans le rituel. Ce sont les dernières touches avant le combat. Au canon, un travail silencieux bouillonne. Pas d'agitation ici. Il y a la concentration de professionnels préparant leur outil. Les chefs de culasse vérifient les verrous. Le mécanisme doit fonctionner comme une horloge. Clac, ouvert, clac, fermé. Si la culasse se bloque après le tir, c'est la mort. La douille gonflera dans la chambre et le canon se transformera en un morceau de ferraille inutile. C'est pourquoi les extracteurs sont nettoyés avec une minutie maniaque. Les tireurs essuient l'optique des panoramas avec de la flanelle douce. Un grain de poussière sur la lentille peut coûter un tir manqué. Et un tir manqué à 200 mètres, ce n'est pas une erreur. C'est une sentence. Ils tournent les volants, vérifiant la fluidité du mouvement. Le canon doit bouger doucement, sans à-coups, devenant le prolongement du bras du tireur. Les chargeurs préparent leurs convoyeurs. Les caisses sont ouvertes. Les obus essuyés à sec. Ils sont alignés, leurs flancs d'acier brillants. Fusée de tête vérifiée. Chaque obus pèse plus de 6 kilos. En 1 minute de combat, le chargeur devra brasser 1 tonne de métal. C'est un travail à se rompre la horte. Ils échauffent leurs épaules, serrent leur ceinture. Les hommes fument. Les dernières bouffées sont les plus douces. La fumée se mêle au brouillard matinal. Presque pas de conversation. Quelqu'un écrit un mot pour la maison, le crayon déchire le papier. Quelqu'un regarde simplement le ciel, mémorisant sa couleur. La peur n'a disparu nulle part. Elle est assise à l'intérieur, boule froide dans le ventre. Mais cette peur est acculée par la discipline et la décision prise. La terre recommence à vibrer, maintenant plus fort. Le grondement des moteurs approche, ce n'est plus un bruit de fond, mais le son dominant du monde. Il se mêle au cliquetis des chenilles, le bruit du métal déchiré. Kovalev regarde sa montre. Les aiguilles rampent douloureusement lentement. 5 minutes avant le contact. 3 minutes. Il voit le sergent Kravtsov à son canon éteindre sa cigarette sur le talon de sa botte et cacher soigneusement le mégot dans la poche de sa vareuse. « Je la finirai après », lit-on dans ce geste. Optimisme du pendu ou assurance du professionnel. « Aux équipes !» La commande de Kovalev ne sonne pas fort, mais elle couvre le grondement des moteurs. « Au combat !» Les hommes se figent au mécanisme. Cliquetis des sûretés. Maintenant, ils sont un organisme unique. Une machine à tuer, faite d'acier et de chair. Tout se fige. Même le vent tombe, comme s'il avait peur de déranger. Devant, derrière la colline, apparaît la première croix noire sur une tourelle. Puis une deuxième. Une troisième. Ils arrivent. Droit sur nous. Kovalev ne respire plus. Il attend que la bête d'acier entre dans la zone de mort. Dans la zone où il n'y a pas de pitié, pas de peur. Il n'y a que la balistique et la vitesse de rechargement. Le pacte avec la conscience est conclu. Il est temps maintenant de payer la facture. Le soleil monte plus haut, mais la lumière s'assombrit. À l'horizon se dresse un mur de poussière et de suie. Ils apparaissent derrière la crête de la colline. D'abord les canons, avec leurs freins de bouche, ressemblant à des masses d'armes. Puis les tourelles anguleuses. Puis les corps massifs, bardés de chenilles de rechange. 30 chars. Un bataillon lourd complet de la Wehrmacht déboule en terrain découvert. Ils avancent en colonne serrée, sûrs de leur invulnérabilité. Les chenilles
broie la terre sèche en farine. Le rugissement des moteurs est tel que le diaphragme vibre dans la cage thoracique. La distance se réduit. 500 mètres. Dans le viseur panoramique, le Tigre occupe presque tout le champ de vision. On voit le commandant du char allemand sortir de l'écoutille, scrutant le terrain aux jumelles. Il ne regarde pas les buissons près de la route. Il regarde au loin, cherchant les batteries soviétiques à l'horizon. Il ne sait pas que la mort le regarde déjà en face, à distance de jets de pierre. 300 mètres. La terre tremble sous les pieds. Les canons, enterrés jusqu'au moyeu, vibrent. La poussière tombe des filets de camouflage. Les tireurs ont des crampes aux doigts sur les volants. La tentation d'appuyer sur la détente est insupportable. La peur crie dans les oreilles « Tire !» Mais on ne peut pas tirer. Trop tôt. Un ricochet à cette distance, c'est l'échec. Il faut attendre. 200 mètres. La colonne entre dans le virage de la route, exposant ses flancs. Les plaques grises de blindage entre les galets sont ouvertes. Cible idéale. Feu! L'ordre est inaudible. Il est noyé dans le fracas de la salve groupée de 6 canons. L'air devant la position se déchire. Le souffle des bouches balaie le camouflage, exposant les canons. Mais cela n'a plus d'importance. La physique du combat rapproché entre en vigueur. À 200 mètres, l'obus n'a pas besoin de temps de vol. Tu vois le flash du départ et instantanément tu vois le résultat. Le premier obus frappe le char de tête sous la tourelle. Le son de l'impact s'entend même à travers la canonnade. L'ogive perforante traverse le flanc comme du carton. À l'intérieur, les munitions explosent. La tourelle de plusieurs tonnes saute et glisse sur le côté, écrasant le châssis. Des écoutilles jaillit une colonne de flammes de 5 mètres de haut. Les Allemands ne comprennent pas ce qui se passe. Pour eux, c'est un choc. Ils ne voient pas de flash à l'horizon. Les coups viennent de nulle part, de l'herbe, à bout portant. Feu! Le deuxième char reçoit un impact dans le compartiment moteur. Le carburant diesel s'enflamme instantanément. Une fumée noire et grasse obstrue la vue des machines suivantes. Le chaos commence. La formation se brise. Les machines arrière percutent celles de devant, fracassent d'acier contre acier. Les tourelles des Tigres commencent à tourner en panique. Les longs canons cherchent des cibles, mais ne peuvent s'abaisser assez bas pour frapper les canons situés dans la dépression. En revanche, les mitrailleuses travaillent. Les traçantes des MG42 découpent les broussailles. Branches, terre, morceaux de gazon volent au visage des équipes. Les balles claquent sur le bouclier de protection comme la grêle sur un toit en tôle. Si tu sors la tête du bord des boucliers, tu es mort. La cadence de tir est effrénée. C'est un convoyeur. Le chargeur n'est plus un humain. C'est un automate d'alimentation en munitions. Inclinaison, rythme. L'obus de 6 kilos vole dans la chambre. Le poing l'enfonce avec un tintement. La culasse claque en se fermant. Prêt? Le tireur ne cherche pas les points faibles. À cette distance, tout le char est un seul point vulnérable continu. La croix du viseur au centre de la silhouette. Pression sur la détente. Tire. Le recul du canon est brusque, méchant. La culasse recule, manquant de peu la poitrine du commandant. L'extracteur crache la douille. Elle fume. Le laiton est chauffé à 200 degrés. Elle tombe aux pieds, tintant contre d'autres douilles. L'air est saturé d'une odeur de poudre brûlée, d'ammoniac et de fer chauffé. Impossible de respirer. La gorge brûle, les yeux pleurent. Mais il est interdit de s'arrêter. L'un des chars allemands pivote sur place, essayant d'écraser le canon avec ses chenilles. Il s'avance comme une immense montagne grise. Le tireur de la 3e pièce crie quelque chose d'inarticulé. Il tourne le volant de pointage horizontal avec une telle force qu'il semble qu'il va arracher le filetage. Le canon pivote. Tire à bout portant.
dans la roue motrice. Le maillon casse avec un craquement assourdissant. La chenille saute, se déroulant comme un serpent sur le sol. Le char pivote de flanc par inertie. Il se fige, impuissant et découvert. L'obus suivant l'achève dans le flanc. 8 minutes. Ce combat ne dure que 8 minutes, mais le temps s'écoule différemment ici. Chaque seconde s'étire en 1 heure. Les mains des chargeurs sont en sang à cause des aspérités des culasses. Les vareuses sont trempées, bonnes à essorer, assombries par la sueur et la suie. La peinture sur les canons gonfle en bulles à cause de la surchauffe. Le métal commence à bleuir. Mais les canons ZIS-3 continuent de travailler. La technique soviétique est simple et grossière, et c'est précisément pour cela qu'elle supporte ce rythme infernal. Un obus allemand de 88 mm frappe le parapet de la 4e pièce. L'explosion projette une tonne de terre en l'air. Le canon est soulevé, une roue vole sur le côté. L'équipe est dispersée par l'onde de choc. Quelqu'un essaie de se lever, quelqu'un reste immobile. L'équipe voisine ne regarde pas là-bas. Ils ont leur propre travail. Ils ont leur propre secteur. S'ils se laissent distraire pour aider, ils seront détruits les suivants. Cruelle arithmétique de survie. Tant que le canon tire, il vit. La colonne ennemie se transforme en cimetière. Les carcasses brûlantes barrent la route. Ceux qui sont derrière essaient de reculer, mais butent sur leurs camarades détruits. Panique à l'intérieur des boîtes d'acier. Les équipages sautent des machines en feu. Ils brûlent comme des torches vivantes, se roulent par terre. Explosif! Le chargeur change le type d'obus. Le tir de shrapnel balaie l'infanterie qui tente de se coucher près de la route. Le vacarme est tel que les hommes deviennent sourds. Du sang coule des oreilles, mais personne n'y fait attention. Les ordres se transmettent par coups de pied et par gestes. Tape sur l'épaule du tireur, tire. Tape sur l'épaule du chargeur, donne le suivant. La mécanique du meurtre est rodée jusqu'à l'automatisme. Au bout de 8 minutes, la fusillade s'apaise. Non parce que les obus sont épuisés, mais parce que les cibles sont épuisées. Devant la position de la batterie, un mélange de feu et de métal. 23 chars brûlent ou fument. Les autres, reculant, rampent derrière la colline, ripostant par un feu désordonné. La culasse de la 5e pièce claque dans le vide. Dans le canon, de la fumée. Sous les pieds, des montagnes de douilles tirées, jusqu'aux genoux. Le silence s'abat sur les oreilles, comme un coussin d'ouate. À travers le bourdonnement, perce le crépitement du gazole en feu et les gémissements des blessés. Les 8 minutes d'enfer sont terminées. Mais personne ne croit encore qu'ils sont vivants. Le fracas s'interrompt aussi soudainement qu'il a commencé. Le silence s'abat. Il n'est pas vide, il est strident. Dans les oreilles résonne un sifflement fin et désagréable. La contusion. C'est le son des vaisseaux éclatés et des nerfs surtendus. Le monde autour semble ouaté, ralenti, comme dans un mauvais rêve. Le lieutenant Kovalev essaie de se lever. Ses jambes ne lui obéissent pas. Ses genoux tremblent d'un tremblement fin et désagréable. Il s'appuie de la main sur le bouclier du canon. Le métal lui brûle la paume, même à travers le tissu grossier de la manche. Le canon est brûlant. La peinture sur le tube a gonflé en bulle noire et tombe en cendres. De la culasse émane une chaleur comme d'un four ouvert. Il regarde autour de lui. Le champ devant eux ne ressemble plus à une steppe. C'est un cimetière de technique. 23 torches noires et fumantes. 23 fiertés de l'industrie allemande transformées en tas de ferraille. Tigres et panthères figés dans des poses grotesques. Certains ont la tourelle arrachée, d'autres ont planté le canon dans le sol, d'autres sont retournés par l'explosion des munitions. L'air est épais, noir de la suie grasse du diesel et du caoutchouc brûlant.
L'odeur douceâtre de la chair brûlée se mêle à l'odeur du TNT. C'est l'odeur de la victoire. Et elle donne la nausée. Kovalev se tourne vers sa batterie. Le triomphe cède la place au froid glacial de la prise de conscience du prix. Sur 6 canons, il en reste 3 en état de marche. Le 4e canon a été détruit par un coup direct. À sa place, un cratère fumant. Le tube est tordu en tire-bouchon, l'affût déchiré en morceaux, les roues éparpillées sur des dizaines de mètres. Le bouclier, conçu pour protéger des rafales de mitrailleuses, n'a pas protégé de l'explosif de 88 mm. Le 2e canon est retourné par l'onde de choc. Les flèches pointent vers le ciel comme les pattes brisées d'une sauterelle. Le 6e s'est tu au milieu du combat. Culasse bloquée. L'équipe est morte sous le feu des mitrailleuses en essayant de réparer la panne. Kovalev marche le long de la ligne. Il trébuche sur les douilles. Tout l'espace en est jonché. Les cylindres de laiton gisent en tapis continu, craquant sous les bottes. Ce n'est pas juste un déchet. C'est l'incarnation matérielle de la densité du feu. Des centaines de tirs en 8 minutes. Des centaines de kilos de poudre transformés en énergie cinétique. Les infirmiers travaillent déjà. Une jeune instructrice sanitaire au visage maculé de suie tire un tireur blessé sur une toile de tente. Il râle. Des bulles roses s'échappent de sa poitrine. Poumons perforés. Elle le traîne en silence, prenant appui avec ses bottes dans la terre meuble, serrant les dents à les faire grincer. Dans ses gestes, pas de douceur féminine, seulement le lourd travail masculin de sauvetage du matériel biologique. La statistique des pertes commence à s'assembler dans la tête de Kovalev avant même le rapport. Effectif de la batterie, 36 hommes. Il voit les corps. Il n'a pas besoin de les compter. Il connaît chacun par son nom. Mais maintenant, les noms passent au second plan. Maintenant, ce sont des chiffres dans la colonne « Pertes irrécupérables ». 9 tués, un quart de l'effectif. 9 personnes qui, il y a une demi-heure, fumaient, plaisantaient, avaient peur. Maintenant, ce sont des corps mutilés, recouverts d'une bâche ou gisant simplement près des roues de leurs canons. 15 blessés, la moitié d'entre eux graves. Membres arrachés, éclats dans le ventre, contusions sévères. Il reste 12 hommes valides, 12 hommes sourds, contusionnés, épuisés pour 3 canons survivants. Kovalev s'approche de Kravtsov. Le sergent-chef est assis sur une caisse d'obus. Il est vivant. Son visage est noir de suie, on ne voit que le blanc des yeux et les dents. Il essaie de rouler une cigarette. Ses doigts n'obéissent pas. Le tabac tombe à côté du papier. Ses mains tremblent. C'est la descente. L'adrénaline qui maintenait l'organisme en alerte pendant le combat a brûlé, laissant derrière elle le vide et les tremblements. Vivant? Kovalev crie parce qu'il sait. Kravtsov est sourd comme un pot maintenant. Kravtsov lève la tête. Regard vide, errant. Puis il se focalise sur le lieutenant. Il hoche la tête. Vivant, ses lèvres bougent, il n'y a presque pas de son. Voix cassée par les ordres. Il regarde ses mains tremblantes et commence soudain à rire. C'est un rire effrayant, aboyant, hystérique, tournant à la toux. Le rire d'un homme qui a regardé dans l'abîme et a vu que l'abîme a cligné des yeux le premier. « Vous avez vu comment on l'a eu ?» râle Kravtsov en pointant du doigt un tigre fumant à 50 mètres. Comme une boîte de conserve, la tourelle foutue en l'air. À côté, adossé à une roue, est assis un jeune chargeur. Il pleure. Sans bruit, les larmes coulent simplement sur ses joues sales, laissant des traces claires. Il regarde ses mains. Elles sont noires, couvertes de sang séché.
Il a usé la peau de ses paumes jusqu'à la chair en chargeant les obus. Mais dans la fièvre du combat, il ne l'a même pas remarqué. Maintenant, la douleur est revenue. « De l'eau !» gémit un des blessés. « Il n'y a pas d'eau. Les gourdes sont vides. L'eau a servi à refroidir les canons. Les hommes léchaient leurs lèvres desséchées, mais versaient le précieux liquide sur le métal brûlant pour que la culasse ne se bloque pas par dilatation thermique. Le fer était plus important que les hommes. Kovalev regarde le champ de bataille. C'est un tableau d'apocalypse. Le métal tordu des machines allemandes s'est mêlé à la terre et au corps. Ce n'est pas une belle image de victoire avec des drapeaux. C'est un travail sale et sanglant. Nous avons accompli la mission. Nous les avons arrêtés. Mais le prix de ce succès est sous nos yeux. Taux de change de ce duel, une vie d'artilleur soviétique pour 2 machines et demie allemandes. Les analystes de l'état-major appelleront ça un succès exceptionnel. L'efficacité crève le plafond. Mais Kovalev ne voit pas les chiffres dans le rapport. Il voit la botte d'un téléphoniste mort dépassant d'un éboulis de terre. Il ressent une fatigue terrible. Il a envie de s'allonger ici même, parmi les douilles, et de fermer les yeux. Mais c'est impossible. Il est le commandant. Il est le cerveau de cet organisme brisé et saignant. « Vérifiez les munitions !» commande-t-il. Voix étrangère, grinçante. « Aux survivants, pansez les blessés. Canon au combat !» Camarade lieutenant, s'approche de lui le tireur de la 2e pièce, miraculeusement survivant. Il se tient la tête, un filet de sang coule de son oreille. Il nous reste 5 obus, plus de perforants, que des explosifs. Kovalev hoche la tête. Ramassez chez les voisins, apportez tout ce qu'il y a. S'ils foncent à nouveau, on frappera avec ce qui reste. Il comprend. Si les Allemands lancent une 2e vague tout de suite, ils seront simplement écrasés. Plus rien pour tirer, plus d'hommes. Mais les Allemands ne viennent pas. Les carcasses brûlantes de leurs chars sont la meilleure barricade. La fumée cache les positions de la batterie, créant l'illusion qu'une force insurmontable se tient toujours ici. Kovalev sort son étui à cigarette. Il est vide. Kravtsov lui tend sa cigarette froissée qu'il a enfin réussi à rouler. Il fume une pour 2, se passant le mégot baveux avec des mains tremblantes. La fumée écorche la gorge, mais nettoie un peu le cerveau. Le bourdonnement dans les oreilles commence à s'apaiser, laissant place aux gémissements et aux grondements lointains du front. Nous sommes vivants. Nous avons brûlé 23 chars. Nous avons payé avec du sang. Maintenant, il est temps de répondre de l'insubordination. Kovalev voit une Willis se frayer un chemin vers les positions depuis l'arrière. Le commandement de l'état-major vient voir pourquoi l'attaque allemande s'est étouffée sur ce secteur et pourquoi la batterie ne se trouve pas là où c'est indiqué sur la carte. La cour martiale n'est pas loin, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, le lieutenant Kovalev se tient parmi les montagnes de métal et sait, il a raison. Ces 9 combattants morts ont raison. Ce tas de tigres en feu est la seule preuve qui compte. L'abri d'état-major accueille avec une odeur d'humidité, de thé fort et d'eau de Cologne. Après la fumée de la première ligne, cet air semble stérile, artificiel. Le lieutenant Kovalev se tient à l'entrée. Il ne peut pas se tenir au garde-à-vous, ses jambes bourdonnent comme si elles étaient remplies de plomb. Sa vareuse est raidie par la sueur et la boue. Le sang d'autrui y a séché en croûte. Visage noir, seuls les yeux brillent d'un éclat fiévreux. 2 hommes le regardent. Le capitaine Gromov, aide de camp de l'état-major, propre, rasé, tiré à 4 épingles. Son baudrier grince de cuir neuf, les boutons brillent d'un or terne à la lumière de la lampe à pétrole. Et le colonel Philippov, commandant du régiment. Il est assis à une table encombrée de cartes et ne regarde pas Kovalev,
mais dans le vide, tambourinant des doigts sur le plateau. Le silence dans l'abri est oppressant. Kovalev l'entend à travers le bourdonnement ouaté dans ses oreilles, séquelles de la contusion. « Vous comprenez ce que vous avez fait, lieutenant ?» La voix de Gromov est perçante, criarde. Elle frappe les oreilles. « Vous avez quitté sans autorisation la position indiquée dans l'ordre de combat. Vous avez sorti la batterie en terrain découvert. Vous avez violé les articles du règlement numéro... » Gromov débite des numéros. Pour lui, la guerre c'est de l'ordre, des schémas et des paragraphes. La violation de la géométrie sur la carte est pour lui plus terrible que la percée d'une division blindée. Il marche devant Kovalev en agitant les bras. « C'est la cour martiale !» crie le capitaine. « Fusillé devant les troupes pour lâcheté et alarmisme. Vous avez mis en danger le flanc du régiment. » « Vous avez détruit le matériel! 3 canons perdus !» Kovalev se tait. Il regarde les bottes propres du capitaine, ses mains blanches, ignorant la lourdeur d'une caisse d'obus. À l'intérieur du lieutenant monte une colère froide et lourde. Pas de la rage, mais précisément la colère de l'ouvrier à qui un théoricien apprend la vie. « Je n'ai pas quitté la position. » La voix de Kovalev est rauque, étrangère. Il parle doucement, mais Gromov se tait. « J'ai occupé la seule position possible pour détruire l'ennemi. »« Silence !» explose Gromov. « Qui vous a donné le droit de discuter les ordres? Vous deviez être en profondeur. »« Et brûler là-bas, comme la 3e batterie hier ?» Kovalev lève les yeux. Son regard est lourd, vide. Le regard d'un homme qui est déjà mort et ressuscité. D'une distance de 1000 mètres, nos obus ne percent pas leur blindage. J'ai réduit la distance. J'ai égalisé les chances. Vous avez perdu la moitié de l'effectif. Gromov pointe un doigt sur la poitrine du lieutenant. 9 hommes. Vous êtes un meurtrier, Kovalev. Vous avez sacrifié des hommes pour votre aventure. C'est un coup au plexus. Kovalev serre les dents. Les mâchoires se contractent. Il se souvient de chacun. Il se souvient des cris du chargeur aux bras arrachés. Il se souvient comment brûlaient les tankistes. « J'ai sacrifié 9 hommes », dit lentement le lieutenant. Chaque mot sort avec peine, comme un coup de feu. Et j'ai brûlé 23 chars. 23 chars lourds ennemis. Calculez le taux de change, camarade capitaine. Ou bien on n'enseigne pas les maths à l'état-major. Gromov suffoque d'indignation. Une telle insolence ne rentre pas dans sa vision du monde. Un officier subalterne, sale, puant la fumée, ose faire la leçon à l'état-major. « Aux arrêts !» hurle le capitaine. « Rendez votre arme ! Le renseignement s'occupera de vos mathématiques. » Repos. La voix du colonel Philippov ne sonne pas fort, mais elle éteint instantanément l'hystérie du capitaine. Le colonel se lève. Il s'approche du télescope installé dans l'embrasure de l'abri. « Gromov, viens ici », ordonne-t-il. Le capitaine obéit à contre-cœur. « Regarde », Philippov montre les oculaires. « Regarde là-bas, vers le ravin. Que vois-tu » Gromov se colle à l'optique. Dans le champ de vision, un panorama de l'enfer. Des colonnes de fumée noire montent vers le ciel. Les carcasses brûlantes des tigres sont alignées, barrant la route. C'est le cimetière des ambitions allemandes. Des tas de métal tordu, fondu, qui ce matin encore étaient l'élite de la Panzerwaffe. Gromov se tait. Il n'a rien à dire. L'image parle d'elle-même. Aucun règlement ne peut expliquer ce spectacle. Selon toutes les règles, la batterie de Kovalev aurait dû périr dans les 3 premières minutes sans infliger de dégâts à l'ennemi. Mais elle est là, et les chars brûlent. Philippov s'éloigne du télescope et se tourne vers Kovalev. Le colonel est vieux, son visage est sillonné de rides, ses yeux sont fatigués. Il a vu beaucoup de guerres. Il connaît le prix du règlement
et le prix du sang. 23 machines, tu dis, demande-t-il. Affirmatif, camarade colonel. Confirmé. Elles brûlent. Et les canons? 3 opérationnels. Munitions presque épuisées. Les hommes sont à bout. Filipov sort un paquet de Kazbek. Il le tend à Kovalev. Fume. Le lieutenant prend la cigarette avec ses doigts sales. Le colonel lui donne du feu lui-même. C'est une violation de la hiérarchie qui fait écarquiller les yeux de Gromov. Mais maintenant, dans cet abri, d'autres lois s'appliquent. Les lois des vainqueurs. Le capitaine a raison, lieutenant, dit Filipov en recrachant la fumée. Tu as violé tout ce qu'on pouvait violer. Tu as mis le régiment en danger. Tu as tout risqué. Si tu avais raté, s'ils avaient percé, je t'aurais fusillé personnellement. Le colonel marque une pause. Dans l'abri, on n'entend que le sifflement de la lampe. Mais tu n'as pas raté. On ne juge pas les vainqueurs, fiston. On récompense les vainqueurs. Ou on les enterre avec les honneurs. Tu as eu de la chance. Il se tourne vers Gromov. Capitaine, rangez le rapport pour la cour martiale. Rédigez une proposition de décoration. Pour Kovalev, l'ordre du drapeau rouge. Pour les autres, pour le courage et l'étoile rouge. À titre posthume aussi. Mais, camarade colonel, essaie d'objecter Gromov. C'est un précédent. Si tout le monde commence à violer le règlement, si tout le monde commence à brûler des chars par vingtaines en un combat, nous finirons cette guerre à Berlin dans 1 mois, aboie Filipov. Exécution! Gromov, rouge de colère et d'humiliation, s'assoit à la table pour écrire les papiers. Le grattement de la plume sur le papier sonne comme une rafale de mitraillettes. Filipov regarde à nouveau Kovalev. « Tu penses que tu es un héros, lieutenant ?» demande-t-il doucement. « Non, tu es juste un fils de pute chanceux qui a trouvé un moyen de survivre. Mais retiens ceci, ce moyen va maintenant devenir la règle. Tu as créé une nouvelle tactique. Tu as écrit avec du sang un nouveau chapitre dans le règlement auquel tient tant le capitaine. » Le colonel s'approche tout près. « Assieds-toi et écris un rapport, détaillé. Distance, type d'obus, point de visée, consommation de munitions. N'écris pas sur l'héroïsme. Écris sur les angles d'impact et la vitesse de rechargement. Cette expérience doit être envoyée à la division aujourd'hui même. Demain, ils fonceront à nouveau. Et les autres lieutenants doivent savoir comment les brûler. Bien, écrire le rapport. Kovalev salue. Son bras est lourd, son épaule lance. Va te laver, lieutenant. Tu fais peur à voir. Tu ressembles à un diable. C'est le métier, camarade colonel. C'est salissant. Kovalev fait demi-tour et sort de l'abri. L'air frais frappe à nouveau son nez, mais maintenant il semble vide. Le duel verbal est terminé. Il l'a gagné comme le duel d'artillerie. Pas avec de beaux mots, mais avec le fait brutal de l'ennemi détruit. La logique réglementaire s'est brisée sur le blindage brûlant des tigres. La vérité des tranchées a triomphé. Mais pas de joie. Il n'y a qu'une fatigue infinie et la compréhension. Demain, tout recommencera. Encore la boue, encore le sang, encore le risque. La médaille ne ramènera pas les 9 gars qui gisent maintenant dans la fosse commune, près de la route. Mais leur mort n'est désormais pas insensée. Leur mort est devenue un manuel, grâce auquel des milliers d'autres apprendront à survivre. Kovalev va vers sa batterie. On l'attend là-bas. Là-bas, c'est sa famille. Là-bas, parmi le fer et la mort, il est plus calme que dans les bureaux propres de l'état-major. Là-bas, tout est honnête. Soit tu perces, soit tu es tué. Pas de demi-mesure. Le colonel général d'artillerie Nikolai Voronov ne ressemble pas à ses portraits dans les journaux. Ici,
Sur la ligne de front, pas d'uniforme de parade avec broderie d'or. Il porte un imperméable poussiéreux, sur le visage, le masque gris de la fatigue. Il ne regarde pas la carte étalée sur le capot de la Willis. Il regarde le champ jonché de squelettes noirs de machines allemandes. 23 chars. Ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport. Ce sont 23 preuves que la doctrine a changé. Volonov contourne un tigre détruit, touche du doigt le trou déchiqueté dans le flanc. Le métal est retourné vers l'extérieur en pétales, les bords sont fondus. C'est la trace d'un obus de 76 mm, tiré à distance de pistolet. Le général connaît la balistique. Il comprend qu'on ne peut faire un tel trou qu'en violant toutes les consignes de sécurité. Le lieutenant Kovalev se tient à côté. Il ne se met pas au garde-à-vous strict. Après le combat d'hier, il n'a plus de force pour la rigueur réglementaire. Il se tient voûté, les bras ballants. Sa vareuse est imprégnée de sel, sur la manche, une tache brune de sang séché. « Donc, 200 mètres ?» demande Voronov, sans se retourner. « Affirmatif, camarade colonel général. 200. Plus près, impossible. On serait touché par nos propres éclats. Plus loin, ricochet. Et s'ils avaient envoyé l'infanterie ?» Voronov se retourne, le perce du regard. « Alors nous ne serions pas ici », répond simplement Kovalev. « Nous avons pris le risque. Le calcul reposait sur leur arrogance. Ils pensaient qu'on allait s'enfuir. Et nous nous sommes enterrés. Ce n'est pas une excuse. C'est un rapport technique. » Kovalev explique la mécanique du miracle. Il trace un schéma sur le sol avec une brindille. Voici le secteur de tir. Voici l'angle d'impact de l'obus avec le blindage. Voici la zone de destruction. Aucune magie. Géométrie pure. Si on place les canons en échelon et qu'on ouvre le feu simultanément, la colonne allemande se retrouve dans un sac de feu. Les tourelles n'ont pas le temps de tourner. Voronov écoute attentivement. Il est artilleur jusqu'à la moelle. Il voit dans ce schéma non pas l'héroïsme d'un lieutenant isolé, mais une solution systémique au problème de l'année 43. « Capitaine Gromov !» lance le général par-dessus son épaule. L'aide de camp accourt avec un dossier. Note. Méthodologie d'organisation des embuscades anti-chars à distance extrêmement réduite. Envoyé à tous les régiments anti-chars du front pour 12h00. Le schéma de Kovalev en annexe. Qu'ils apprennent. Celui qui tirera d'1 kilomètre, cours martial. Gromov écrit dans son carnet, cassant les crayons. L'histoire se fait ici même, sur le capot d'une voiture sale, sous l'accompagnement de la canonnade lointaine. L'expérience d'une seule batterie, achetée au prix de 9 vies, se transforme en ordre pour des milliers. C'est le convoyeur de la guerre. Les solutions efficaces sont mises à l'échelle instantanément. Les inefficaces meurent avec leurs auteurs. Voronov sort une petite boîte de la poche de son imperméable. Il l'ouvre. Il y a des épaulettes avec 4 petites étoiles. Celles de capitaine. « Tiens, Kovalev !» Le général tend les épaulettes simplement, sans discours solennel. Comme un maître transmet un outil de plus haute précision à l'apprenti qui a réussi son examen. « L'ordre n'est pas encore là, mais considère que je l'ai signé. Prends le commandement de la batterie combinée. Rassemble tous ceux qui ont encore des canons intacts. Ta tâche est de tenir ce secteur. Je sers l'Union soviétique. » La voix de Kovalev est enrouée. Il prend les épaulettes. Elles sont légères, en tissu et carton. Mais dans sa main, elles pèsent une tonne. Les nouvelles étoiles ne sont pas un privilège. C'est une nouvelle responsabilité. Maintenant, il ne répond pas de 6 canons, mais de tout un secteur de percées. Maintenant, il enverra à la mort non pas 30 hommes, mais une centaine. Kovalev ne sourit pas. Il cache les épaulettes dans la poche de sa vareuse, plus près de sa carte du parti. Pas le temps de coudre. Il n'y aura pas de fête. L'orchestre ne jouera pas.
on n'ouvrira pas le champagne. Dans l'air, monte à nouveau le son familier, traînant, un sifflement. « Air !» crie l'observateur. Le général et le lieutenant tombent dans le même fossé poussiéreux. Statue et grade s'effacent face à une bombe aérienne explosive. La terre tressaille. Les Junkers entament le bombardement. Ils labourent la première ligne, essayant de mélanger à la terre ce que les chars n'ont pas pu détruire. Les explosions soulèvent des fontaines de terre noire. Les éclats hurlent, coupant les branches des buissons. Kovalev est couché, se couvrant la tête de ses mains. Il sent la terre trembler. C'est le tremblement d'un mécanisme géant qui ne connaît pas d'arrêt. Le succès dans une bataille ne signifie pas la fin de la guerre. Il signifie seulement que tu as passé la qualification et que tu es admis au round suivant. Plus complexe, plus sanglant. Le bombardement se termine en 10 minutes. La poussière n'est pas encore retombée que les téléphonistes tirent déjà de nouvelles lignes. Les infirmiers courent vers les cratères. Kovalev se lève, ses poussettes. Le général Voronov est déjà à la voiture, donnant des ordres brefs à la radio. Son travail ici est terminé. Il a validé la tactique, récompensé l'exécutant et part plus loin, sur un autre secteur où le front se déchire. Et Kovalev reste. Une estafette court vers lui. « Camarade capitaine !» s'adresse-t-il déjà avec le nouveau titre, bien qu'il n'y ait pas d'épaulette. Les rumeurs au front vont plus vite que le télégraphe. Les observateurs rapportent « mouvement dans le carré 47, chars, beaucoup ». Kovalev regarde sa montre. Seulement 2 heures se sont écoulées depuis la fin du combat précédent. La pause est terminée. « Aux équipes, au canon !» commande-t-il. Plus de fatigue. Il y a l'automatisme. Les combattants qui dormaient à même le sol il y a 5 minutes bondissent. Ils saisissent les obus. Ils se transforment à nouveau en pièces du mécanisme. La tactique est reconnue. Maintenant, il faut la confirmer par le sang. Encore. Dans les tranchées voisines, à gauche et à droite, d'autres commandants de batterie, ayant reçu le télégramme de l'état-major, changent fiévreusement de position. Ils roulent les canons vers l'avant, sur la ligne de mort. Ils jurent, ils ont peur, mais ils le font. Parce qu'ils savent, Kovalev a survécu. Donc, eux aussi ont une chance. Le schéma du feu croisé se répand sur le front comme un feu de forêt. Maintenant, les Allemands ne seront plus accueillis au kilomètre, mais à bout portant. Kovalev s'approche du panorama de son canon. Le tireur est blessé, sa place a été prise par le commandant de batterie lui-même. Il presse son œil contre l'oculaire. Le réticule tremble, mais les mains calment rapidement les volants. Dans le viseur, à nouveau des boîtes grises. Elles rampent, se reforment. Ils ont tenu compte des erreurs du combat du matin. Maintenant, l'infanterie marche devant. « Explosif !» commande Kovalev. Le chargeur enfonce l'obus. Claquement de la culasse. C'est un convoyeur sans fin. Tu en tues un, 2 prennent sa place. Tu brûles un char, un nouveau sort de l'usine. Kovalev comprend. La guerre, ce n'est pas un exploit. La guerre, c'est un travail. Un travail lourd, sale, infini de recyclage du métal et des hommes. Et il est le meilleur maître dans cet atelier. Il a reçu une promotion. Maintenant, il est brigadier de kamikaze. Feu! Le canon frappe. La douille vole dans le tas de douilles identiques. Le cycle est bouclé. Le travail continue. La guerre se transforme en travail. Un changement de décor infini et monotone où seule l'odeur de brûlé et le poids de la caisse d'obus restent immuables. L'arc de Koursk est resté derrière, transformé en une ligne dans le dossier personnel. Devant, des kilomètres infinis vers l'ouest. Le calendrier perd son sens. Les jours de la semaine s'effacent. Il n'y a que des taches et des lignes de front. Été 44. Opération Bagration.
marais biélorusse. Ici, pas de sol ferme comme à Prokhorovka. Ici, une boue grasse, claquante, qui aspire les roues des canons jusqu'à l'essieu. Les tracteurs patinent, rugissent, brisant les câbles. Les hommes s'attellent aux sangles à la place des machines. L'artillerie se déplace à la vitesse d'un piéton portant un sac de ciment sur les épaules. La tactique de Kovalev, née du désespoir dans la steppe sèche, mute ici. Dans les forêts, les distances sont encore plus courtes. Visibilité, 50 mètres. Les troncs d'arbres bouchent la vue. Les panthères allemandes perdent ici leur avantage optique. Elles sont aveugles, mais elles sont toujours mortelles. Le combat en forêt, c'est le tir au son. Craquement de bois mort, rugissement de moteur, rotation du canon, tir à la mitraille dans la percée pour abattre le feuillage et voir la cible. Deuxième tir, perforant, dont la silhouette entrevue entre les pas. Kovalev ne compte plus les chars détruits à l'unité. Ils se fondent en une masse grise infinie. La statistique du bataillon augmente. 50 machines, 70, 100. Ce n'est pas un triomphe, c'est de l'amortissement. Les tubes des canons s'usent. Les rayures à l'intérieur du canon s'effacent à force de tirer. Les obus commencent à voler en culbutant. Les brigades de réparation changent les tubes directement sur les positions, sous la pluie. On dévisse le vieux tube, on met le neuf. Le canon reçoit une nouvelle vie. Remplacer les hommes est plus difficile. Automne 44, Pologne, Vistule. L'eau est glaciale, grise. Traversée sous le feu, les pontons éclatent sous les explosions des mines. Les canons roulent dans l'eau, coulant au fond avec les équipes. Ceux qui ont atteint la rive mordent dans le sable mouillé. Ici, pas le temps d'aménager des positions. On tire directement depuis les roues, debout dans l'eau jusqu'aux genoux. Les Allemands jettent dans la bataille tout ce qu'ils ont. Tigres royaux, automoteurs lourds, Jagdpanther. Le blindage frontal de ces monstres fait 150 mm. Notre canon ZIS-3 est impuissant ici, même à bout portant. Il faut à nouveau ruser, frapper les chenilles, aveugler aux explosifs, appeler le feu de l'artillerie lourde en le corrigeant par radio. Kovalev crie dans le combiné, se cassant la voix. Il voit sa batterie se faire broyer par les chenilles. Mais ils tiennent la tête de pont, pas parce qu'ils sont des héros, mais parce que derrière, il y a le fleuve. Nulle part où reculer, c'est la noyade. Hiver 45, Oder. La neige est noire de suie, gèle à -20. La graisse dans les culasses s'épaissit, devient comme de la colle. Avant le combat, on arrose les culasses d'un mélange de kérosène et d'huile. On les chauffe aux torches. Les mains gèlent sur le métal. Si on arrache une paume nue de l'affût, la peau reste sur le fer. Le bataillon de Kovalev est à l'avant-garde. Maintenant, ils ne se défendent plus. Ils enfoncent la défense. La tactique du sac de feu est remplacée par la tactique du bélier de feu. L'infanterie pousse les canons. On fusille les bunkers en tir direct. Le béton s'effrite, exposant l'armature. Les visages des combattants changent. Kovalev regarde l'alignement de la batterie avant l'attaque et se surprend à penser qu'il ne connaît pas les noms de la moitié des soldats. Les anciens partent. Le sergent Kravtsov est mort près de Minsk, éclat de mine perdu. Le tireur Petrov a brûlé avec son équipe sur la tête de pont de Saint-Domiertz. De nouveaux arrivent, des gamins nés en 26. Ils ont des vareuses propres et des yeux clairs. Ils ne sont pas encore sourds. Ils regardent Kovalev comme un dieu de la guerre, couvert de médailles. Ils ne savent pas que ces médailles sont le prix des erreurs et de la chance. Kovalev les instruit durement. Il leur apprend à ne pas craindre le char, mais à le respecter comme un mécanisme dangereux qu'on peut casser.
Il leur apprend à creuser la terre plus vite que ne vole une balle. Mais ils meurent quand même. La guerre broie les renforts plus vite que l'état-major n'a le temps de remplir les livrets militaires. Berlin, mai 45. C'est la finale du marathon. Combat urbain. Ce n'est plus une guerre de technique, c'est une guerre dans le plan vertical. Le danger est partout. Des caves, des fenêtres, des toits. Les rues sont encombrées de briques cassées et de gravats. Impossible de rouler les canons, on les porte à bras par-dessus les décombres. L'ennemi principal n'est plus le tigre, mais le soldat au Panzerfaust. Un gamin des jeunesses hitlériennes, avec un lance-grenade jetable, peut brûler une équipe en 1 seconde. Ici, pas besoin de télémètre. Distance de combat, largeur de la rue. 30 mètres. Kovalev commande le feu sur les fenêtres. L'obus explosif vole dans un appartement au 2e étage. Il abat les murs, effondre les planchers. La poussière est telle qu'il faut respirer à travers des chiffons mouillés. Le bataillon débouche sur le Tiergarten. Ici, sur les dernières centaines de mètres de la guerre, les Allemands résistent avec la fureur des condamnés. Le dernier tigre rampe au coin du bâtiment du Reichstag. Il est couvert de cicatrices, sans garde-boue, noirci. Il tourne sa tourelle vers le canon de Kovalev. C'est le dernier duel. Les mains font tout elles-mêmes. Le corps se souvient. Perforant, dans le flanc, tire! L'obus frappe sous la tourelle. Le char tressaute et se fige. De la fumée sort de l'écoutille. Silence. Il ne vient pas tout de suite. D'abord la fusillade s'apaise dans le quartier voisin. Puis les mitrailleuses se taisent. Et seulement après, s'abat un silence absolu, surnaturel. Kovalev est assis sur l'affût. Il sort son étui à cigarette. Ses mains tremblent, comme il y a 2 ans à Prokhorovka. Il regarde autour de lui. Toute la route de Koursk à Berlin est jonchée de métal. 173 chars et canons automoteurs détruits. C'est le score de son bataillon. 173 monstres d'acier qui ne sont pas arrivés, n'ont pas tiré, n'ont pas écrasé. Une montagne géante de ferraille, si on les mettait en un seul tas. Mais il y a un autre score. Kovalev regarde le rang. De l'effectif qui creusait la terre dans le ravin près de Prokhorovka, par cette chaude nuit de juillet 43, il reste 16 personnes. 16 sur 200 passés par l'effectif du bataillon durant ces 2 années. Les autres sont restés couchés dans les marais biélorusses, dans le sable polonais, sur les pavés allemands. La fatigue du métal est un terme de mécanique. Le métal accumule les micro-fissures et casse. Les hommes sont plus solides que le métal. Ils accumulent les cicatrices, les cheveux gris, la douleur, mais ne cassent pas. Ils brûlent simplement de l'intérieur. Kovalev enlève sa casquette. Ses cheveux, autrefois noirs, sont maintenant à moitié gris. Il a 26 ans, mais il en paraît 50. Il regarde ses combattants. Sales, couverts de poussière de chaux, en veste ouatée déchirée par-dessus les vareuses. Il ne crie pas « Hurrah !» Il s'assoit simplement par terre, en plein milieu de la rue berlinoise, et se taise. Ce n'est pas la joie de la victoire, c'est l'expiration d'un homme qui a porté une charge impossible jusqu'au point final et l'a jetée. La guerre est finie, le travail est fait, l'atelier ferme. Mais le bourdonnement dans les oreilles de milliers de tirs restera avec eux pour toujours. Tout comme les visages de ceux qu'ils ont laissés derrière sur cette longue route vers l'ouest. Mai 45 ne s'est pas terminé par un feu d'artifice. Pour Stepan Kovalev, il s'est terminé par le silence, si dense et lourd qu'il pesait sur les oreilles, plus fort que la canonnade de Prokhorovka. Le monde, qui pendant 2 ans était fait de fracas d'explosions,
de cliquetis de chenilles et d'ordres, s'est soudain figé. Et dans ce silence, on a entendu ce que la guerre étouffait par son rugissement. Les voix de ceux qui ne sont pas arrivés au bout. Des décennies ont passé. Stepan Ilitch Kovalev est maintenant un vieillard. Le temps a courbé son dos, comme l'onde de choc plie l'affût d'un canon. La peau est devenue comme du parchemin, les mains couvertes de taches de vieillesse. Mais la prise est restée la même, dure, tenace. Ce sont les mains d'un homme habitué à tenir non pas une canne, mais des volants de pointage. Il est assis dans sa chambre. Sur la table, pas de médicaments ni de journaux. Sur la table repose une feuille de papier. Une simple feuille de cahier à carreaux, arrachée d'un cahier d'écolier de l'année 40. Le papier a jauni, est devenu fragile comme une feuille d'automne. Aux pliures, il est usé jusqu'au trou et recollé avec des bandes de papier à cigarette. L'encre a pâli, est devenue violet pâle. Par endroits, elle a bavé à cause de l'humidité. C'est la liste. Il y a 20 noms dessus. Kovalev les connaît par cœur. Mais chaque soir, il met ses lunettes à épaisse monture d'écaille et lit. Pas avec les yeux, avec la mémoire. Numéro 1. Sergent Kravtsov. L'homme qui a appris au lieutenant à ne pas craindre le son d'une mine en vol. Kravtsov est resté près de Minsk, couvert par un éclat aléatoire dans une rare minute d'accalmie. Il n'a pas eu le temps de finir sa dernière cigarette. Kovalev se souvient encore de l'odeur de ce tabac bon marché. Numéro 4. Soldat Sinitsyn. Chargeur. 19 ans. Il avait les mains les plus rapides de la batterie. Il enfonçait les obus dans la culasse comme s'il jouait de l'accordéon. Il a brûlé sur la tête de pont de Sandomierz quand un tigre allemand a percé sur la position et a écrasé le canon dans le sable avec l'équipe. Numéro 9. Numéro 12. Numéro 20. Chaque nom n'est pas une ligne de texte. C'est un visage. C'est une voix. Ce sont des habitudes. Quelqu'un grasseyait. Quelqu'un aimait chanter. Quelqu'un perdait tout le temps sa blague à tabac. Pour l'histoire, c'est une statistique. Perte irrécupérable. Chiffre sec dans les rapports. Pour Kovalev, ce sont des amis qu'il a, lui, commandant, envoyés personnellement à la mort par son ordre. Sa tactique, cette fameuse embuscade en coup de poignard qu'il a inventée dans le ravin près de Prokhorovka par désespoir, est maintenant entrée dans les manuels. Dans les académies militaires, les cadets au visage propre tracent des schémas au tableau. Ils dessinent des vecteurs, calculent les angles d'impact de l'obus avec le blindage, apprennent par cœur les normes. Méthode Kovalev, balistique du combat rapproché. Pour eux, c'est la géométrie de la guerre, science abstraite de vaincre. Ils ne savent pas que derrière ces vecteurs, il y a l'odeur de la chair brûlée. Ils ne savent pas que cette méthode n'est pas écrite à la craie sur un tableau, mais avec du sang sur de la neige noire de suie. Kovalev ne les blâme pas. La théorie est toujours propre. La pratique est toujours sale. Il pense souvent à ce jour, le 12 juillet, 200 mètres de vide. Avait-il le choix? Pouvait-il agir selon le règlement, se placer à 1 kilomètre et préserver ses hommes? Oui, il pouvait. Il serait mort une demi-heure plus tard, fusillé à une distance de sécurité, sans causer de dommages à l'ennemi. Il a choisi une autre voie, la voie de la responsabilité. C'est l'arme la plus terrible du commandant. Plus terrible que le canon, plus terrible que la bombe. Le courage de prendre la responsabilité des vies d'autrui. Le courage de dire « Nous mourrons ici, mais nous les emporterons avec nous ». Le courage d'enfreindre les règles pour le résultat. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la guerre avec de beaux mots, de l'exploit, du sacrifice, du devoir sacré.
Kovalev écoute ses discours et se tait. Il coupe le son de la télévision. Il connaît la vérité. La guerre, ce n'est pas une parade. La guerre, c'est un travail lourd, sale, puant. Ce sont des ampoules aux mains, des poux dans les tranchées, la dysenterie et le froid. Et l'héroïsme, ce n'est pas une pose sur un monument. L'héroïsme, c'est quand toi, sourd, contusionné, comprenant qu'il te reste 3 minutes à vivre, tu continues à faire ton travail. Charger, viser, tirer, sans pathos, sans espoir de récompense, juste parce qu'il n'y a personne derrière. Kovalev passe la paume sur la table. Ses doigts heurtent les barrettes de décoration. Il y en a beaucoup. Drapeau rouge, étoile rouge, guerre patriotique. Le métal refroidit la peau. Mais cette feuille de papier pèse plus lourd que toutes les médailles réunies. C'est son compte personnel. Le prix qu'il a payé pour le droit de s'asseoir ici, dans une chambre chaude, et de regarder le coucher du soleil. Il ne pleure pas, pas de larmes. Les canaux lacrymaux ont séché là-bas, sur l'Oder. Il ne reste qu'une mémoire sèche, dure comme le granit. La mémoire, ce n'est pas le deuil. La mémoire, c'est la connaissance du prix. Il prend un stylo. L'encre est presque sèche, mais il repasse avec pression sur les noms de la liste. Pour qu'ils ne s'effacent pas. Pour que les lettres restent noires et nettes. Tant qu'il lit cette liste, ils sont vivants. Kravtsov roule toujours sa cigarette. Sinitsyn rit toujours en essuyant l'huile de son visage. Ils se tiennent là, en 43, près de leur canon. Éternellement jeunes, éternellement en colère, prêts au combat. Ils tiennent la défense. Là-bas, dans le passé, ils ont créé un mur de béton sur lequel s'est brisée l'avalanche d'acier. Et ce mur tient toujours. Il est invisible, mais il est plus solide que le temps. Stepan Ilitch lève la tête. Son regard est clair, piquant. Il n'y a pas de faiblesse sénile en lui. Il y a l'éclat d'acier du canon ZIS-3. Nous n'avons pas le droit à la faiblesse. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Pas parce qu'il le faut pour la politique, mais parce que si nous oublions leur nom, cette ligne de défense tombera. Ils sont morts, mais ils ne sont pas partis. Ils ont simplement pris position dans l'éternité. Et tant que nous nous souvenons d'eux nommément, tant que nous savons combien chaque mètre de terre brûlée a été durement gagné, ils tiennent le ciel au-dessus de nos têtes. Kovalev plie soigneusement la feuille. Il la range dans sa poche de poitrine, plus près du cœur. Là où bat le pouls. Boum boum, boum boum. Comme le métronome de la radio du blocus. Comme le son d'une culasse. Comme les pas d'une sentinelle. Liste vérifiée. Effectif en place. Canon prêt au combat. Secteur de responsabilité, éternité. Distance, mémoire. Feu!